Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues, l'état d'urgence a été déclaré par le gouvernement le 14 novembre 2015 à la suite de l'attentat du Bataclan et des fusillades du même jour qui avaient fait 130 morts à Paris. Ce souvenir est toujours douloureux pour nous tous. Il a été prorogé 6 fois, la dernière fois par cette même Assemblée, en juillet 2017, le 11, et ce jusqu'au 1er novembre prochain. Le gouvernement a fait savoir qu'il n'y aurait pas de nouvelles prorogations. Il a souhaité que les dispositions législatives nécessaires pour assurer la sécurité intérieure et lutter contre le terrorisme soient intégrées dans une loi pérenne. Et nous ne pouvons que souscrire à cette approche. L'état d'urgence, certains d'entre nous l'ont évoqué tout à l'heure, est par définition un dispositif de droit à caractère exceptionnel. Il ne doit pas être banalisé. Si la menace terroriste est aujourd'hui mieux combattue qu'il y a 2 ans, grâce à l'expérience, au courage et au dévouement exceptionnel de nos forces de sécurité, elle n'a pas pour autant diminué. Nous devons donc adapter notre législation, nous donner les moyens de gagner à l'intérieur. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre d'État, il y a maintenant une menace endogène. Nous devons gagner à l'intérieur cette guerre contre le terrorisme qui ne prendra pas fin avec la déroute prochaine de l'État islamique en Syrie et en Irak. Aussi, les mesures présentées dans le projet de loi du gouvernement nous ont paru, dans leur ensemble, à la fois justifiées et proportionnées aux objectifs énoncés, assurer de manière effective la sécurité des Français dans ce nouveau contexte de menaces terroristes. Les amendements qui ont été déposés par notre groupe n'ont donc pas vocation à combattre le projet de loi, ni même à le réorienter, mais à l'améliorer. Il doit être bien clair que le texte du gouvernement ne pose, à nos yeux, aucun problème concernant le niveau de réponse de la France au terrorisme. Une première série d'amendements concerne l'article 2 du projet relatif à la fermeture des lieux de culte. Nous nous félicitons tout d'abord qu'un premier amendement ait été adopté en commission des lois. Il consistait à alourdir les sanctions pénales prévues et à prévoir une peine d'emprisonnement qui puisse permettre au procureur de la République de requérir la mise en détention provisoire immédiate des représentants du lieu de culte qui refuseraient d'exécuter un arrêté de fermeture. 2 autres amendements qui allaient pourtant dans le même sens, celui de la fermeté, ont été rejetés en commission. Nous les maintenons. Le premier rend immédiatement exécutoire la fermeture du lieu de culte décidé par le préfet, sans que le recours qui pourrait être exercé soit suspensif. Le second ajoute aux peines principales encourues par l'auteur de l'infraction la peine complémentaire d'interdiction du territoire lorsque l'infraction aura été commise par un étranger. À ceux qui objectent que ces dispositions portent atteinte à la liberté de culte, je réponds que celle-ci ne doit en aucun cas servir de paravent ou de prétexte aux menées terroristes. Les religions s'exercent librement en France, mais sous les lois de la République. Il ne peut y avoir de pudeur ni d'hésitation en ce domaine. Le seul critère pour nous guider doit être la sécurité des Français. S'agissant de l'interdiction du territoire, il nous avait été opposé que celle-ci était prévue généralement en matière de crimes ou de délits très conséquents. Je veux dire que l'interdiction du territoire français, c'est mon ancienne vie qui me donne la possibilité de l'affirmer, peut être prononcée pour un petit dealer. Alors, nous devons apprécier les comportements en cause et nous dire que ce qui consiste à prêcher le djihad
méritent peut-être aussi cette peine complémentaire. 3 autres amendements concernent les articles 1er, 4 et 4 bis du projet de loi. Le premier vise à renforcer la formation des agents des entreprises privées de sécurité. Je crois qu'il est légitime. Ils vont avoir plus de pouvoir lorsqu'ils assureront la protection des périmètres de sécurité. Lorsqu'on a plus de pouvoir, on doit être mieux formé et bien formé. Le deuxième prévoit que le procureur de la République de Paris pourra faire procéder à des perquisitions de nature judiciaire en cas d'infraction dans les lieux visés par les ordonnances du juge des libertés et de la détention. Lorsque le préfet aura saisi à l'origine le JLD. Je pense que c'est déjà le cas de notre procédure, mais cela va mieux sans doute en l'écrivant et prévoyant cette disposition. Le troisième propose, dans la perspective d'une éventuelle reconduction des mesures instaurées par les articles 3 et 4, la création d'un comité de suivi composé majoritairement de parlementaires des 2 assemblées, d'un représentant du ministère de l'Intérieur et d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Cette dernière initiative me paraît doublement justifiée. Elle rentre tout à fait dans le cadre des attributions qui sont celles du Parlement, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques, et je crois que sa composition qui réunit et qui associe le Parlement, le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire est particulièrement justifiée s'agissant de la lutte contre le terrorisme. Enfin, le dernier amendement que soutiendra notre groupe concerne l'article 3 du projet de loi relatif à la surveillance des personnes soupçonnées d'appartenir à la mouvance terroriste. Son objet n'est pas de discuter le contenu des mesures proposées par le projet de loi. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises aujourd'hui, celles-ci prennent place dans la politique de prévention soutenue par notre parti des activités terroristes. Elles sont proportionnées, nous l'avons dit, et nous avons trouvé le bon curseur entre sécurité et liberté. Nos réserves ont trait à l'équilibre de nos institutions, parce que les dispositions du projet de loi relatives à ces mesures individuelles de surveillance déplacent, au détriment de l'autorité judiciaire et au profit de l'exécutif, les bornes traditionnellement qui marquent traditionnellement en France la séparation des pouvoirs de la République. C'est en effet au ministre de l'Intérieur et non à l'autorité judiciaire qu'est confié le pouvoir d'imposer des mesures de surveillance aux personnes suspectées. Il s'agit de dispositions très contraignantes. Vous le savez, elles peuvent aller jusqu'à se présenter une fois par jour aux forces de police. Elles sont sans nul doute restrictives d'une des libertés individuelles les plus fondamentales, celle d'aller et venir. Or, l'article 66 de notre Constitution fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. Il répond en cela aux prescriptions du législateur de 1958 et qui stipule que l'autorité judiciaire assure le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par la Déclaration des droits de l'homme. La liberté d'aller et venir en fait manifeste partie. Notre groupe, je rappelle qu'à l'époque, le président du Conseil était Charles de Gaulle, le ministre de la Justice, Michel Debré. Notre groupe défend donc un amendement qui réintroduit l'intervention du juge judiciaire dans le dispositif du projet de loi. Nous avons voulu, par souci d'une plus grande efficacité et en responsabilité, conserver au ministre de l'Intérieur, sous le contrôle du juge administratif, la décision initiale, mais l'autorité judiciaire doit ensuite décider seule de son renouvellement. Je n'entrerai pas dans une discussion technique sur la portée de l'article 66 de la Constitution en opposant le texte même de la Constitution à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. J'observe simplement que depuis presque une trentaine d'années, la tendance est de restreindre par petites touches l'intervention de l'autorité judiciaire au profit de l'exécutif et au détriment de cette autorité. J'ai en tête le programme que Monsieur le Président de la République a soumis aux Français, asseoir la place de l'autorité judiciaire dans les institutions.
Nous souhaiterions que le gouvernement ne déroge pas à cette annonce. L'autorité judiciaire est, comme nous tous dans cet hémicycle, mobilisée pour répondre aux défis sécuritaires que nous impose la menace terroriste. Nos institutions doivent fonctionner ensemble et dans la confiance réciproque. J'insiste sur ce dernier point. Il est essentiel. C'est par l'unité nationale, nous l'avons évoqué, que nous sortirons par le haut du défi qui nous est lancé aujourd'hui. Merci.